Bonjour, je suis Amandine Luquin, je suis psychiatre addictologue au CHU de Nîmes et je vais vous parler aujourd'hui des risques associés à la publicité dans les jeux d'argent essentiellement. Donc cette présentation s'intitule Que les meilleurs gagnent. Vous verrez que c'est un slogan que j'ai pu retrouver dans une des publicités en France récemment en ligne. Et donc on va faire le point sur le pari des opérateurs de jeux sur le dos des joueurs pathologiques. Alors pourquoi devient-on addict au jeu? Eh bien, comme toutes les addictions, en fait, bien sûr, tout le monde, en s'exposant aux jeux d'argent, ne va pas devenir addict et on sait que la transition du jeu récréatif aux troubles liés aux jeux d'argent est multifactorielle. Donc il y a bien sûr des facteurs qui sont individuels et propres aux joueurs, à ces vulnérabilités, psychologiques, notamment. Mais aussi, il existe des facteurs qui sont vraiment très importants et probablement prépondérants, qui sont directement reliés à l'environnement de jeu, incluant les publicités, et aux facteurs addictifs structurels des jeux en eux-mêmes dans leur mécanisme. Nous avons réalisé récemment une étude qui a permis de lister en fait les 10 composantes, les 10 facteurs addictifs structurels des jeux et de leur environnement qui seraient bénéfiques de transmettre à la population générale. Et notamment, nous avons pu donc construire ces pictogrammes et leurs définitions, dont deux concernent directement les messages commerciaux ou les publicités qui constituent, d'après les experts, des facteurs de risque importants de développer une addiction. Voici ces 2 facteurs. Le premier, c'est les messages qui sont, associés à l'illusion de contrôle et donc c'est par exemple un jeu pour lequel les messages de publicité ou les instructions suggèrent que le joueur a le contrôle du hasard. Par exemple, qu'une publicité affirme que le joueur a une plus grande capacité qu'un autre joueur à gagner. Enfin, d'autres messages commerciaux ou publicitaires peuvent aussi faciliter l'entrée dans un jeu problématique. Par exemple, un jeu pour lequel des messages de publicité ou les instructions encouragent à jouer. Par exemple, le premier pari sans risque, bonus, encaissement rapide, free roll, etc. Effectivement, l'illusion de contrôle, comme je l'ai mentionné dans le premier facteur, est largement retrouvée dans le jeu pathologique. En fait, il s'agit plus de l'intensité avec laquelle on va croire à une de ces, distorsions cognitives et à laquelle, elle va nous faire modifier, en fait, notre comportement, qui va être associé au jeu problématique plus que d'avoir une pensée de type, distorsion cognitive liée au jeu. Par exemple, donc on distingue différents types de distorsions cognitives, donc ces pensées irrationnelles qui nous poussent à jouer. La première, c'est l'illusion de contrôle et ça va être, par exemple, une perception amplifiée de ses compétences, une illusion de contrôle sur la chance. Donc, par exemple, si je lance le dé d'une certaine manière, eh bien, pour faire un 6, si j'y pense à l'avance, eh bien, du coup, j'ai plus de chances de faire 6 que si je le lance de façon complètement aléatoire, dans ma tête, hein, bien sûr, puisque c'est de toute façon tout le temps complètement aléatoire. Mais la pensée que je peux influencer en fait le numéro qui va sortir sur le dé, du coup, constitue une illusion de contrôle sur la chance. D'autres types de comportements font partie de cette catégorie, comme par exemple les comportements superstitieux. Donc, si je porte un objet sur moi ou si je fais telle chose tel jour, si j'adopte un rituel avant de jouer, et du coup, je pense que ça va en fait me favoriser dans l'issue du jeu. Du coup, ça constitue un comportement superstitieux, mais aussi du coup une illusion de contrôle vis-à-vis des jeux de hasard et d'argent. Enfin, on retrouve d'autres types de distorsions cognitives comme les erreurs d'interprétation, l'idée que je peux me refaire en jouant alors que j'ai perdu de l'argent en jouant, ou l'idée que si j'ai presque gagné dans certaines situations de jeu, du coup, j'ai plus de chances de gagner la fois suivante, et ça m'encourage à poursuivre le jeu. Donc ce genre de pensées qui sont en fait complètement irrationnelles quand on y réfléchit bien, eh bien, chez certaines personnes, vont quand même être bien ancrées et vont modifier de façon significative le jeu et là, c'est là que si, ça modifie trop mon jeu, du coup, ça va être associé au fait d'avoir, déjà perdu le contrôle de sa pratique de jeu. Et donc, quand on a perdu le contrôle de sa pratique de jeu, beh, en fait, on a développé une addiction. Donc, comme dans les addictions à une substance, il va y avoir différents mécanismes neurobiologiques et neurocognitifs qui se mettent en place. Donc, je m'expose bien sûr à une récompense. Dans les jeux de hasard et d'argent, la récompense, en fait, elle est double, elle est biphasique, on va dire. Elle survient déjà, au fait, au moment de la mise d'argent. Il y a déjà un premier signal récompensant qui excite mon cerveau et puis je vais avoir un deuxième signal éventuellement au moment de la situation de gain. Mais il faut bien savoir que, du coup, il y a déjà une première récompense au moment de la mise et c'est aussi pour ça que les joueurs qui continuent enfin, qui vont perdre, finalement, vont continuer à se récompenser en jouant alors qu'en fait, ils ne gagnent pas d'argent. Donc cette récompense, biphasique va donc récompenser mon cerveau. Mon cerveau va le
surmémoriser, va être particulièrement sensible à cette récompense et va chercher à reproduire cette récompense. Et donc, du coup, je vais me réexposer et à force de répétition, je vais automatiser mon comportement. Donc, ces 3 phases, en fait, sont sous-tendues par des mécanismes, des troubles, en fait, neurocognitifs ou des vulnérabilités, on va dire, et vont aussi mettre en place, en fait, un fonctionnement neurocognitif particulier, notamment ce qu'on appelle un apprentissage biaisé de la récompense, c'est-à-dire je vais être plus sensible aux messages récompensants, mais très peu sensible aux messages punitifs, entre guillemets, c'est-à-dire par exemple les pertes. Je ne vais pas réussir à ajuster mon comportement alors même que j'ai des signaux qui me montrent que je me mets en danger ou que j'ai des conséquences négatives. Et puis, donc je perds le contrôle, je n'arrive plus à m'arrêter et à actionner le stop de mon cerveau. Alors maintenant, si on fait un petit point sur la gauche de cette slide, donc sur les stratégies de prévention, donc qui sont utiles et donc qui permettent de trier les actions de prévention dans les addictions. Donc cette classification qui donc mentionne 3 types de prévention avant d'arriver au traitement, donc me semble particulièrement utile pour comprendre les actions dans les jeux de hasard et d'argent. La première prévention, c'est la prévention universelle, donc c'est la prévention qui va s'intéresser à l'ensemble de la population donc ce sont des groupes de personnes non sélectionnées. Ça veut dire c'est des initiatives qui concernent l'ensemble des groupes d'une population et qui ne vont cibler personne. Donc qui peuvent être particulièrement efficaces. Et puis on a, dans un second temps, les préventions sélectives. Donc ça va être une prévention qui va cibler des groupes à risque. Donc des personnes qui sont déjà particulièrement vulnérables. Et dans les jeux de hasard et d'argent, par exemple, ces personnes particulièrement vulnérables, ça va être les jeunes, les personnes précaires, les hommes, parce qu'on sait que ce sont des facteurs de vulnérabilité et que donc ces personnes, parce qu'elles ont ces attributs, entre guillemets, eh bien, sont de base plus à risque que les autres. Et puis, on a ce qu'on appelle la prévention indiquée. Et donc là, ça va être une prévention qui va vraiment cibler spécifiquement des personnes qui sont à risque manifeste. Donc, c'est des personnes qui ont déjà des symptômes d'addiction ou qui ont déjà développé des dommages sans forcément avoir un diagnostic d'addiction sévère. Dans l'addiction au jeu, enfin dans les jeux de hasard et d'argent plutôt, ces personnes, on va les désigner comme des joueurs problématiques. Et ça va être en fait, voilà, on va les considérer globalement sous l'intitulé joueurs problématiques. Et puis, il y a les personnes qu'on va considérer étant des joueurs pathologiques. Donc, ça va être les addicts les plus sévères, en fait. Et donc, ce sont des personnes qui sont déjà manifestement malades. Et donc, du coup, pour lesquelles on a besoin d'avoir des actions soit de prévention pour prévenir une rechute, soit de traitement pour interrompre, enfin, pour mettre fin aux conséquences négatives et modifier la pratique de jeu et en tout cas faire disparaître les symptômes de l'addiction. Donc maintenant qu'on a eu ce petit background, on va basculer de l'autre côté et plutôt du côté, en fait, des actions des opérateurs de jeu. Et donc on va se rendre compte que pour chacune de ces actions, finalement, les actions des opérateurs de jeu vont cibler l'ensemble des groupes que je viens de vous mentionner et je vais essayer de vous en faire la démonstration. Donc, que racontent les publicités, les messages commerciaux? Dans un premier temps, je vous ai mis plusieurs exemples. Par exemple, le jeu est plus fort quand on le vit ensemble. Donc là, il y a clairement une dimension mise en avant socialisante du jeu. Le sport, donc une autre publicité qui nous dit et le sport se vit plus fort. Donc en fait, là, il y a une tentative d'alignement entre la valeur sport et la valeur pari, puisque si je parie, ben, je vis mieux le sport. Donc c'est finalement c'est du sport plus. Donc le sport et le pari, c'est la même chose. Et puis il y a vraiment des valeurs positives de type donc qui peuvent être mentionnées, comme par exemple sur cette publicité que je vous mentionnais en titre, qui s'intitule Que les meilleurs gagnent, mais qui va aussi en fait faire référence à l'illusion de contrôle. Je vais vous en reparler juste après. Alors, que nous disent les joueurs par rapport à ces éléments-là en particulier sur le jeu que je viens de vous mentionner? Eh bien, dans une étude, donc ce sont des données qui ne sont pas publiées, mais qui font partie d'une étude qu'on a publiée sur un autre topic. Donc, à travers les témoignages, en fait, et les demandes d'aide des joueurs sur le site et le chat,
et le téléphone jeu info service. Et donc du coup, on avait des joueurs qui nous disaient ceci, ben voilà, ils dénonçaient l'acharnement, pardon, des annonces publicitaires pour attirer les personnes à jouer, le harcèlement publicitaire, le fait d'être infecté de pubs pour jouer, d'être scandalisé par, les pubs de jeux de hasard et d'argent qui, selon ce joueur, soumettent à un véritable matraquage auquel il est impossible d'échapper. Donc là, on a vraiment des joueurs qui mettent en avant l'omniprésence, en fait, de ces publicités. Et donc si on se rappelle, en fait, de notre pyramide de la prévention, eh bien on voit que là, les opérateurs de jeu, ils sont bien présents sur la base, donc l'ensemble de la population, et quand on regarde, bah, les initiatives de prévention, on le verra plus tard, sont probablement moins importantes que la force publicitaire. Si on revient juste un court instant sur l'idée de la banalisation du produit du jeu, c'est vrai que cette idée de l'alignement du sport avec le sport, donc paris et sport égale même produit en gros, a vraiment été soulignée dans de nombreuses études. Et donc ce sont ces publicités qui vont mettre en avant la valeur bien-être, le fait que, pour être loyal à mon équipe, il faut que je parie sur mon équipe, et que c'est aussi une forme de patriotisme finalement de jouer pour l'équipe nationale, par exemple. Donc vraiment une confusion en fait entre les valeurs du sport et les valeurs des paris. On a aussi, un rôle important en fait dans la manisation du produit, donc des jeux, des jeux de hasard et d'argent et des paris sportifs en particulier. Un rôle important des publicités indirectes déguisées, donc notamment le sponsoring. 80 des clubs de Ligue 1 avaient pour sponsor un opérateur de jeu, donc c'est vraiment particulièrement banalisé, notamment chez les jeunes, enfin dans leur représentation en fait, puisque ce sponsoring est possible, donc pourquoi s'en méfier? Une communication aussi qui met en avant la marque elle-même, plus que le produit que la marque vend. Donc par exemple, l'opérateur donc va avoir son nom à droite, à gauche sur les terrains de sport, même si c'est pas à proprement parler un contenu publicitaire qui met en avant un produit en particulier. Et puis, l'opérateur, va aussi se transformer, comme, un canal social. Donc du coup, il va se targuer de pouvoir, permettre de rester informé, notamment sur le sport. Et il va y avoir des chaînes, des chaînes de sport, de news, heu, des chaînes même, à l'intérieur des sites, des «chaînes télé» entre guillemets, à l'intérieur des sites des opérateurs de jeux, qui vont aussi, donc il y a tous les contenus vis-à-vis des cotes effectivement également, et donc tout ça participe au vécu de matraquage et à l'omniprésence des opérateurs de jeux et de l'offre de jeux. Alors si on part sur d'autres composantes, des contenus, commerciaux et publicitaires, du coup, j'ai trouvé qu'il était intéressant de mentionner, ces autres dimensions qui vont là cibler plus particulièrement certains groupes, on va le voir, notamment en utilisant des formes, une forme particulière comme, dans le vocabulaire utilisé, le vocabulaire des quartiers en particulier, comme cette publicité qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelle «Tout sur», enfin voilà, qui avec un court métrage même associé qui s'appelait «Tout sur la daronne», que je vous remets ici. Mais aussi l'utilisation de cartoons, d'animaux, de couleurs, aussi en mettant en avant l'aspect genré de certains jeux. Et puis, d'autres caractéristiques, utilisées par les opérateurs de jeux, donc qui vont être le fond en fait, notamment, l'ascenseur social. Donc là, clairement, c'est carrément, explicite dans Tout sur la daronne, si vous avez Tout pour la daronne, pardon. Si vous avez vu cette publicité, donc qui n'est plus en ligne, mais où en fait, il y avait carrément un ascenseur. Donc là, on était carrément dans la matérialisation de l'abstraction. Et puis, bien sûr, la localisation de certaines publicités qui peuvent être à proximité de certains lieux, notamment les risques associés aux publicités qui sont trop près de lieux fréquentés par les jeunes enfants et donc ont été réglementés dans certains pays. Sur le contenu, bien, je voulais aussi vous montrer cette petite, étude, enfin juste un résultat de cette étude, donc qui est une étude à la base de eye tracking, donc en fait, où on s'intéresse au mouvement oculaire des personnes quand elles regardent des publicités de jeux. Et donc, sans aller sur le détail de l'eye tracking, il y a un résultat qui me semblait intéressant, donc sur ce contenu, où on a exposé des jeunes de 16-18 ans, à de la population générale à différentes modalités, de publicité. Donc des publicités pour les jeux de hasard et d'argent, qui étaient plutôt amusantes, d'autres
qui avaient, vraiment qui étaient vraiment relatives aux produits de jeu en lui-même, d'autres qui étaient relatives au sport et puis, des publicités qui n'avaient rien à voir avec le jeu et en fait, les auteurs se sont, rendus compte, que certaines publicités, en particulier les publicités amusantes, étaient capables en fait de séparer, les personnes en 2. Donc les personnes qui du coup allaient être particulièrement sensibles et déclencher des envies de jeu suite à ces publicités amusantes et puis d'autres, qui l'étaient beaucoup moins et donc ces publicités amusantes qui finalement, semblent avoir une capacité particulière à allumer en fait un craving chez certains jeunes. Alors, si on part encore sur une autre caractéristique des messages commerciaux, eh bien, du coup, il y a tout ce qui est relatif au bonus, hein. Je vous le disais en introduction, c'est une caractéristique qui a été identifiée par les experts à travers les pictogrammes que je vous ai montrés en début de présentation comme particulièrement problématiques. Et donc ces fameux bonus relance par mail, eh bien, vous voyez ici, une capture d'écran d'un joueur qui a partagé en fait un email qu'il a reçu alors même qu'il avait été auto-exclu. Il s'était auto-exclu d'un site de jeu et puis, en fait, il avait reçu une sollicitation commerciale donc, déguisée finalement en lui disant: «Ben, remplissez une enquête, donnez votre avis, sur la satisfaction, liée à notre plateforme, et en fait, vous aurez peut-être 20 € par tirage au sort», donc, et cette personne reçoit, a reçu donc cet, email alors qu'il était interdit de jeu. Donc là, on voit bien qu'en fait, on va cibler des populations à risque manifeste, donc c'est une pratique qui est en plus, illégale, et où on va vraiment inciter à la perte de contrôle et donc les joueurs aussi ont bien repéré ça. Et donc voilà les témoignages sur la même enquête, de joueurs infoservices dont je vous ai parlé tout à l'heure, où des joueurs nous disaient: «Ils trouvent scandaleux d'être infectés de pubs pour jouer alors qu'il est passé près de devenir addict. On fait des campagnes sur l'addiction, sur internet et on pousse les gens à jouer». Une autre personne disait, donc qu'elle avait fermé son compte, PMU, mais qu'elle recevait quand même encore de la publicité, ce qui la mettait en tentation de rejouer alors qu'elle avait fermé son compte en fait pour se protéger. Donc ici, on a des publicités, donc après des temps de pause, des mails directs, une masse de messages et des perspectives de gains importants et donc là, on voit bien qu'en fait, on est aussi, sur un frein à l'arrêt de jeu finalement, qui peut même provoquer la rechute et que là, on est vraiment aussi on cible des personnes potentiellement qui ont déjà perdu le contrôle et qui sont déjà addicts. Donc c'est les joueurs, donc de joueurs infoservices, ont témoigné en fait de nombreuses fois. Il y a de nombreux exemples dont je vous mets certains ici, en fait, de cette problématique. Donc je suis un risque, j'essaye de me protéger, mais en fait, on ne me laisse pas me protéger. Cette personne est auto-exclue des sites sur lesquels il jouait, mais au bout d'un certain temps, il la relance. Il s'est fait interdire, mais il a trouvé un site où il a pu jouer. Il n'a pas résisté à la pub, télévision. Cette personne est tentée par le fait de jouer envers certaines pubs. Elle a déjà été dépendante au jeu il y a quelques années, elle ne veut pas souffrir à nouveau. Une autre personne qui dit avoir été harcelée de pubs visant, d'après elle, à la faire replonger. Donc ça, c'est bien sûr le vécu, hein, des joueurs. C'est pas forcément l'intention directe des opérateurs de jeu, mais en tout cas, c'est le vécu des joueurs. Les joueurs qui essayent de se protéger, vivent la publicité de cette manière-là. Et donc, si on résume toutes ces composantes dont je vous ai parlé, on voit qu'en fait, la pyramide est malheureusement complète. On va cibler aussi bien la population générale, les groupes à risque théoriques, les personnes vulnérables, les personnes qui ont déjà perdu enfin, des symptômes d'addiction et donc finalement, il y a une forme d'incitation à perte de contrôle. Et puis, chez les personnes qui essaient déjà de se protéger, qui sont addictes, il existe des freins à l'arrêt de jeu qui peuvent provoquer la rechute. Alors, ce constat est difficile, d'autant plus qu'on a peu d'initiatives de prévention, en regard et que malheureusement, le diagnostic est sans appel, je dirais, puisque, les dépenses des joueurs problématiques constituent 40 des dépenses totales de l'ensemble des joueurs. Donc en fait, c'est particulièrement le cas, sur certaines formes de jeux comme le poker où en fait on va avoir là 76 des dépenses totales de l'ensemble des joueurs qui sont en fait portées par les joueurs problématiques et donc bien sûr, ça c'est directement relié au produit brut des jeux et ça fait qu'en fait, le produit brut des jeux, donc ce que gagnent les opérateurs de jeux, vient pour tren en global, toute activité confondue, à 38 en provenance des joueurs problématiques. Donc c'est directement les joueurs problématiques, donc les personnes malades qui financent en fait pour plus d'un tiers l'ensemble des activités de jeu. Mais si on regarde certaines activités de jeu, plus à risque comme les paris sportifs, là on arrive à quasiment 2 tiers de l'activité de jeu qui est financée directement de la poche des personnes malades.
Alors donc en France, quand même, tout n'est pas complètement négatif. Il y a un nouveau, cadre, qui est plus contraignant imposé par l'ARJEL pour les opérateurs de jeux et notamment dans le nouveau cadre de référence de l'ARJEL, il est rappelé que d'une manière générale, toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'hasard et d'argent est interdite si elle incite à une pratique de jeu excessive, valorise ou banalise, les jeux de hasard et d'argent, qu'elle suggère que jouer contribue à la réussite sociale ou qu'elle contient des déclarations infondées sur les chances qu'ont, de gagner les joueurs ou les gains qu'ils peuvent espérer remporter. Qu'elle suggère que jouer peut être une solution face à des difficultés personnelles, professionnelles, sociales et psychologiques, ou qu'elle, présente le jeu comme une activité permettant de gagner sa vie comme une alternative au travail rémunéré. Donc il y a quand même eu un changement dans les contenus publicitaires ces dernières années grâce à ce nouveau cadre de référence. Malheureusement, le matraquage est encore clairement, omniprésent et il y a encore beaucoup de travail à faire. Je rappelle juste, même si c'était moins directement, le sujet de cette présentation, qu'il y a une interdiction de parier, donc j'ai mis pour les joueurs, mais en fait pour les enfin pour les sportifs, et donc il y a eu des décisions récentes, en rapport, donc la les joueurs interdits de les pardon, les sportifs interdits de parier sur leur sport, bien évidemment. Merci pour votre attention et encore une fois, désolée de ne pas pouvoir être présente, avec vous aujourd'hui, pour raison de force majeure, on va dire. À bientôt, au revoir et n'hésitez pas à me contacter si, vous aviez des questions sur cette présentation.